Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Les partis membres du RHDP, le Rassemblement des Eaux-Fouettistes pour la démocratie et la paix, se sont constitués en un seul parti politique hier, lundi 16 juillet. C'était lors d'une assemblée générale constitutive qui s'est tenue à l'Hôtel Ivoire Sofitel. Gabriel Zani. Que de tractations politiques pour en arriver à cette étape qui consacre la création du parti unifié RHDP. Nous, les Eaux-Fouettistes, nous consacrons le temps utile au dialogue. Et donc, au niveau du RHDP, nous avions entamé tout un processus depuis le 18 mai 2005 qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qui ira certainement jusqu'à sa conclusion attendue par tous, c'est-à-dire un grand parti unifié. Avec ce travail abattu pour instaurer, refaire revenir la paix, la stabilité et amorcer un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, il s'est avéré impérieux de continuer cette union des enfants de Houphouët-Boigny. Les leaders de 5 formations politiques du Rassemblement des Eaux-Fouettistes pour la démocratie et la paix sont présents dans la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire pour apposer leur signature sur les documents attestant la mise en place des organes constitutifs du parti unifié, sauf le PDCI, l'autre grand allié. Pour les pro-RHDP, la présence de ces émissaires PDCistes augure de bons lendemains entre les alliés. Que tout le monde ne peut pas aller au même rythme, mais il faut bien qu'on fasse avancer les choses. Et le président Ouattara a vu juste, en tirant cette machine RHDP et en bénéficiant du soutien de la majorité des hauts cadres et des militants du RHDP, des partis membres du RHDP. C'est ensemble qu'on gagne toujours. Peut-être que c'est un temps d'observation, mais je pense que ceux qui hésitent encore vont rejoindre la grande famille. À cette assemblée générale constitutive, des cadres du PDCI, notamment Kobena Kwasi Adjoumani, Félix Anoblé, fondateur de mouvements et de plateformes favorables au parti unifié. D'abord, nous sommes des militants du PDCI-RDA. À l'occasion du bureau politique du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a fait une précision de taille. Il a dit qu'il y avait dans la salle des militants pro-RHDP et des militants anti-RHDP. Moi, Adjoumani particulièrement, je fais partie des militants pro-RHDP. Le président Henri Konan Bédié reste pour nous un père, un modèle, un guide. Il est le premier qui a signé l'accord politique pour la création de ce parti unifié. Et en tant que militant du PDCI-RDA, membre du bureau politique, nous avons décidé d'être membres du RHDP. Nous y allons et nous sommes sûrs, les autres nous suivront après. La tenue de cette assemblée générale intervient dans un contexte tendu entre les principaux partis au pouvoir, notamment le RDR et le PDCI. Mais les autres alliés sont confiants quant à la réunification définitive des héritiers d'Houphouët-Boigny. Et le président d'honneur du RDR, le Rassemblement des Républicains, Alassane Ouattara, donc, a été désigné président du RHDP. On l'écoute. Cette Assemblée générale constitutive du Parti unifié RHDP, qui se tient aujourd'hui, vient consolider cet élan. C'est un acte important, cohérent, avec la volonté que nous avons manifestée ensemble depuis 13 ans. Depuis 13 ans, nous sommes ensemble. 13 ans. J'apprends ici et là, en lisant les livres de psychologie, qu'en général, les mariages ont des problèmes tous les 7 ans. Alors, nous avons passé facilement les 7 premières années. Alors, c'est la deuxième tranche, bientôt la 14e année. Mais nous devons rester ensemble. Ce mariage, pas de divorce. 195 899 électeurs constituent la liste électorale provisoire désormais disponible sur le site de la CEI, la Commission électorale indépendante. Cela après l'opération d'enrôlement qui s'est tenue du 18 au 24 juin dernier. La période du contentieux s'ouvrira du 25 juillet au 31 juillet prochain. On en parle avec Herman Guivet. Du 18 au 24 juin 2018 dernier,
Une semaine pleine pour permettre à ceux qui ne figuraient pas sur la liste électorale et en âge d'y être de s'y inscrire. Nous avons reçu dans nos centres d'enrôlement 885 971 électeurs. Ceux qui étaient de la catégorie numéro 1 étaient au nombre de 525 244 et au niveau de la catégorie 2, nous en avons reçu 360 727, ce qui fait un total de 885 971 électeurs que nous avons reçus, qui sont donc venus se faire enrôler. La liste électorale provisoire est désormais disponible, une liste qui peut être consultée par tous sur le site de la Commission électorale indépendante www.cei-6ci.org. Nous avons commencé l'affichage et d'ici la semaine prochaine, tout le territoire sera couvert et chacun pourra donc aller dans son centre d'enrôlement pour vérifier leur inscription. Nous avons aujourd'hui une liste électorale provisoire dont le chiffre s'élève à 6 595 899 électeurs. Ce qui nous fait un accroissement provisoire par rapport à la liste définitive de 2016 de 277 588 électeurs. Place ensuite à l'ouverture du contentieux. Il s'agit par exemple pour chaque électeur de regarder sur la liste électorale et de s'assurer que tous ceux qui y figurent remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale. Du 25 juillet au 31 juillet inclus, nous ouvrons la période des réclamations. Et ensuite, toutes ces réclamations seront affichées les 1er et 2 août au siège de nos commissions électorales locales. Précision de taille. Tous ceux qui ne font pas partie des 885 971 électeurs qui sont venus se faire enrôler, soit pour un changement de lieu de vote ou bien alors pour s'inscrire nouvellement, doivent conserver leur carte d'électeur parce qu'elles sont toujours valables et que c'est avec ces cartes d'électeurs qu'ils pourront aller voter quand bientôt nous les convoquerons pour les élections locales. Au détail, une liste électorale provisoire constituée de 3 357 698 hommes pour 3 238 201 femmes. Dans le cadre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement, l'ambassade de France vient d'offrir à 79 étudiants des universités publiques un ordinateur portable et surtout des bourses de doctorat. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Il s'agit du renforcement des capacités des ressources humaines locales pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. Avec ces bourses d'études et l'ordinateur portable, chacun de ces 119 étudiants pourra poursuivre ses études de doctorat ou de master de recherche dans les universités de France ou encore dans les centres de recherche de l'Hexagone. Ce projet qui a sa deuxième phase s'inscrit dans le programme d'appui à la modernisation et à la réforme des universités grandes écoles de Côte d'Ivoire. Et ceci dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD qui lie la France à la Côte d'Ivoire. Vous allez faire votre doctorat à l'IRD ou au CIRAD à Montpellier, à l'École centrale de Lyon, à l'Institut Pasteur de Lille ou encore au laboratoire de génie chimique de Toulouse. Notre projet, c'est aussi de permettre à d'autres étudiants ivoiriens d'acquérir en Côte d'Ivoire le même diplôme que celui qu'ils pourraient acquérir en France. C'est le principe de la codiplomation et désormais nous avons 50 partenariats de ce type. C'est aussi une vocation sociale parce que tous les parents n'ont pas les capacités financières pour soutenir des études aussi longues. Ça vous permet de faire par exemple une première partie en Côte d'Ivoire et une deuxième chez nous en France. La ministre Liramata Bakayoko s'est réjouie de l'accompagnement de la France dans la formation des étudiants ivoiriens. Elle a par ailleurs invité les 119 bénéficiaires de bourses d'études à être des modèles auprès de leurs camarades des universités grandes écoles de Côte d'Ivoire. Nous voulons en Côte d'Ivoire que nos établissements d'enseignement supérieur de recherche soient des lieux d'excellence. Nous voulons des établissements d'enseignement supérieur de recherche qui, par leur production scientifique, rivalisent avec les meilleurs en Afrique. Le projet en cours d'instruction du Hub franco-ivoirien pour l'éducation s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Ces étudiants ont été sélectionnés par un jury mixte ivoiro-français. 6 pôles de compétences sont pris en compte par ce projet de bourse d'études, notamment les mines et énergies, l'environnement,
la gouvernance et l'agriculture. Avant ces 119 étudiants, 32 autres avaient déjà bénéficié de bourses d'études pour la première phase. Ils sont déjà de retour au pays et vont entamer dans quelques semaines leur intégration dans la formation au sein des universités de Côte d'Ivoire. Une vingtaine de pays africains se sont réunis récemment ici même à Abidjan pour partager leurs expériences sur la protection des matières nucléaires. Ces matières sensibles sont utilisées dans l'agriculture, le transport et la médecine entre autres. L'Agence internationale de l'énergie atomique exhorte les États à ratifier l'amendement sur ces composés radioactifs. Didier Nguessan, Franck Quadio. Les matières nucléaires sont des composés radioactifs à fort potentiel énergétique. Elles sont utilisées à des fins civiles dans plusieurs secteurs d'activité, notamment en médecine. Grâce au rayonnement ionisant et au développement technologique, notre pays peut se féliciter aujourd'hui de disposer d'un centre national de radiothérapie. Si nous sommes fiers de cette infrastructure censée abriter des sources de rayonnement ionisant, nous ne devons pas perdre de vue qu'une utilisation des dites sources sans un minimum de normes nous expose tous à des dangers irréversibles. Il faut protéger ces matières sensibles. L'Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont donc convié à Abidjan une vingtaine de pays. Objectif, promouvoir la ratification de la Convention entrée en vigueur en 1987 et amendée en 2016. Ces niveaux de protection s'appliquent à tous les États. Ça s'applique aux États-Unis, ça s'applique en Côte d'Ivoire, ça s'applique au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Si on applique les mêmes niveaux de protection physique par rapport aux matières nucléaires, on empêche que les entités infranationales puissent accéder et on sécurise ces matières de sorte à promouvoir la paix et la stabilité dans le monde. 3 jours durant, experts, physiciens et autorités de régulation du nucléaire civil vont partager leur expérience. Le dispositif mis en place par le Niger, important fournisseur d'uranium dans le monde, est un exemple en Afrique. C'était un reportage de Didier Nguessan, dit pour vous par Franck Quadio. On va refermer ce journal avec des mots de l'actualité internationale. La réouverture hier, lundi 16 juillet, de l'ambassade d'Érythrée à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, est venue clôturer la visite officielle de 3 jours du président érythréen en Éthiopie, un signe de plus dans la normalisation des relations entre les deux pays après 2 décennies de conflit. Cela faisait 20 ans que l'ambassade d'Érythrée en Éthiopie était fermée. La cérémonie de réouverture s'est déroulée en présence du chef de l'État érythréen Isaias Afewerki et du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. C'était donc hier et la liaison aérienne, elle, prévue donc mercredi entre les deux pays. Une vague d'indignation d'une rare intensité s'est manifestée aux États-Unis après le refus de Donald Trump de reconnaître l'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe avec Vladimir Poutine à Helsinki, en Finlande, à l'issue de leur tête-à-tête de 2 heures. L'ingérence de Moscou est pourtant confirmée par tous les services de renseignement américains. Merci de nous avoir suivis.